Salut, c'est Tania Saint-Val. Benguessé Original, c'est l'émission des Africains et des Antillais. Bonjour à tous et bienvenue dans Bengué, votre émission qui est une vitrine des réussites de la diaspora africaine et caribéenne. Aujourd'hui, nous vous présentons deux jeunes dames très dynamiques et surtout militantes pour notre beau continent qui n'est autre que l'Afrique. À la deuxième partie, nous serons en compagnie de Carole Da Silva, fondatrice et créatrice de l'AFIP, Afrique Insertion Professionnelle. Mais pour commencer, pour la première partie, nous allons retrouver Renée Clément, cadre chez Coca-Cola France et présidente de l'OEUA, Organisation des États-Unis d'Afrique. Avant de la retrouver, voici son portrait. La très dynamique Renée Clément est née à Iseka au Cameroun, où elle y a passé une partie de son enfance. Elle est arrivée en France à l'âge de 14 ans. Née d'un père français et d'une mère camerounaise, Renée Clément est une métisse qui milite beaucoup pour le progrès de l'Afrique. Très dévouée à son travail, elle gère plusieurs casquettes. Chef de service consommation chez Coca-Cola France, chargée de la communication pour la DREAM, présidente de l'OEUA, beaucoup de travail pour cette trentenaire. Très déterminée, Renée Clément veut aller le plus loin possible pour valoriser le continent africain. Bonjour Renée Clément. Merci de nous recevoir dans vos locaux. Écoutez, c'est la moindre des choses. C'est moi qui devrais d'abord vous remercier de me donner l'opportunité de m'exprimer. C'est vrai que je n'ai pas tout le temps ces opportunités-là, donc d'abord, merci à vous. Bengué est là pour ça. Alors, vous êtes à la fois directrice, enfin responsable service consommation chez Coca-Cola. Tout à fait. Chargée de la communication à la DREAM. Tout à fait. Puis, vous venez d'être élue présidente de l'OEUA. C'est beaucoup de boulot, hein? Oui, c'est beaucoup de travail. C'est vrai que là, j'ai beaucoup de casquettes. Effectivement, je suis donc cadre chez Coca-Cola France, responsable donc des services consommateurs. Et c'est vrai que c'est une charge de travail assez importante, puisque ça touche à la réputation de l'entreprise. Ouais. Donc, ça demande une certaine rigueur, du professionnalisme. Mais parallèlement, je suis engagée comme effectivement chargée de la communication au sein de la DREAM, qui est une association en fait qui se bat pour la diversité en France. Ouais. Et là, effectivement, je dois également mettre en place des stratégies de communication et ça prend du temps. Et comme vous l'avez si bien dit, là, j'ai été nommée récemment présidente de l'OEUA, donc Organisation des États-Unis d'Afrique. Bon, on va en reparler au cours de l'émission. Revenons un peu au début de votre carrière. Vous avez commencé avant Coca-Cola. Vous êtes passé par SFR, CGTL et même le McDo. Ah oui, non, vous pouvez nous en parler un peu plus? J'ai une expérience fabuleuse. J'ai touché à tout. Donc, j'ai travaillé en fait effectivement chez McDonald's pendant l'été, comme beaucoup d'étudiantes. J'ai travaillé chez CGTL où j'ai été conseillère également téléphonique. Donc, j'étais déjà dans l'environnement du service, puisqu'aujourd'hui je suis responsable des relations consommateurs. Donc cet aspect relationnel avait déjà commencé très tôt. Une bonne expérience pour la suite en fait. C'est une très bonne expérience, mais moi j'ai surtout adoré l'expérience de McDonald's. J'ai trouvé que c'était une très bonne expérience, puisqu'en fait on est confronté directement aux clients, il faut avoir de la persévérance, du calme, et en plus avoir un sens commercial. Donc pour moi ça a été une des expériences qui a énormément compté, en tout cas dans ma carrière professionnelle. D'accord. Et il paraît qu'après, vous aviez le choix entre la BNP et Coca-Cola. Pourquoi avoir choisi la multinationale américaine? J'ai choisi Coca-Cola parce que j'ai tout de suite apprécié les valeurs de cette entreprise. En fait, dès mon premier entretien, d'abord, j'ai été très agréablement surprise, d'abord par la personne qui me recevait, donc le directeur des ressources humaines, qui était plutôt quelqu'un de vraiment décontracté. J'avais l'habitude dans mes entretiens précédents d'avoir affaire à des personnes un peu plus âgé que moi généralement, avec un stéréotype bien particulier, et il échappait un peu à tous ces stéréotypes, donc ça m'avait vraiment assez surprise. Et ensuite, il m'a fait visiter l'entreprise comme ça, de manière très spontanée, le jour même, et il y a vraiment eu une chaleur dans notre communication, notre relation, une simplicité que j'ai beaucoup appréciée et que j'ai retrouvée dans l'entreprise. En fait. Exactement, ça m'a mis vraiment à l'aise. Oui. Alors, vous êtes responsable service consommation chez Coca-Cola France. En quoi consiste exactement votre travail? En fait, je gère un service qui va prendre en compte tous les contacts de nos consommateurs. Et Coca-Cola, effectivement, c'est une marque qui est vieille et jeune en même temps, et c'est une marque mythique. Donc elle a beaucoup de fidèles dans le monde et qui nous appellent pour différentes demandes d'informations sur l'entreprise, des collectionneurs. Il y a également, ça peut
avoir un lien aussi avec des réclamations, parce qu'on organise des milliers d'opérations de jeux, parce que évidemment, on est partenaire des enseignes comme Leclerc, Auchan, donc on est distribué partout en France, et donc ça nécessite de pouvoir quand même capter ce consommateur qui peut être, ça peut arriver, insatisfait suite à une opération, ou pourquoi pas à la qualité d'un produit qui peut manquer de gaz, par exemple, de pouvoir justement essayer d'optimiser, de corriger pour essayer de le satisfaire. Donc mon métier, pour résumer le tout, c'est d'apporter la satisfaction, mais la plus maximale possible à nos consommateurs. De convaincre les consommateurs. Alors. Voilà, et de les fidéliser, c'est important. D'accord. C'est important. Outre Coca-Cola, vous êtes donc chargé de la communication au sein de la DREAM. Vous pouvez nous parler un peu brièvement de cette association? Oui, en fait, la DREAM s'occupe de la diversité. En fait, ça veut dire diversité républicaine, initiative en mouvement. L'idée, c'était de montrer un peu la diversité qui gagne. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, dans les médias, de manière générale, on a tendance à montrer ou à conforter certains stéréotypes de la diversité qui a toujours des problèmes. C'est pas le cas. La diversité gagne. Enfin, j'aime pas beaucoup ce terme, mais bon, c'est le terme c'est le terme qui est le plus compris. Donc, on va utiliser celui-là. Ben justement, sans vous couper, en parlant de ce terme, quand vous dites que vous l'aimez pas, il y a black, enfin, il y a minorité visible, voilà, ou invisible. Tout ça là. Vous avez choisi diversité, enfin. On a choisi diversité parce que c'est vrai que c'est un terme aussi qui a mis son temps et qui est dans la conscience des gens. Donc, s'il fallait changer de mot du jour au lendemain, ça ne serait pas évident pour eux. Ils perdraient un peu leur repère. Donc, voilà, c'est exactement ces diversités culturelles, ou plutôt, moi, je préfère multiculturalisme. Après, ça dépend. C'est un peu de ça. Et aujourd'hui, l'idée, donc, c'est de montrer cette diversité qui gagne à travers l'entrepreneuriat, puisqu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs issus de la diversité, mais également dans le salariat, il y a des personnes de la diversité qui arrivent en tout cas à des niveaux de poste intéressants. Et c'est bien de montrer ces exemples-là, pour d'abord encourager les autres à vouloir aller en tout cas vers une certaine excellence. Je pense que la culture de l'excellence est très importante pour avancer. Et le président, c'est Boston Gokey. Tout à fait. Le président, c'est Boston Gokey, qui est lui-même entrepreneur, qui a une société spécialisée dans le déploiement d'infrastructures télécom, mais qui est également consultant dans une entreprise télécom. Donc, on peut avoir les deux casquettes. Et c'est aussi ça, la diversité. D'accord. Ben, nous aurons l'occasion de le recevoir pour qu'il nous en parle un peu plus. Je pense qu'il sera très honoré. Donc, parlons un peu plus de l'association que vous présidez depuis janvier 2010. Tout à fait. L'OEUA, qui est l'Organisation des États-Unis d'Afrique. Et donc, quel est l'objectif principal de cette association? Alors, notre objectif aujourd'hui, justement, c'est d'abord d'éveiller notre conscience, parce qu'il est très important d'éveiller la conscience des Africains en Afrique, des ressortissants africains partout dans le monde, parce qu'il n'y a qu'à travers cette unité qu'on arrivera finalement à contribuer et à participer aux équilibres de demain. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde le sait, on est dans la mondialisation, la globalisation, ça n'arrête pas. Et si on ne part pas sur un socle uni, que ce soit culturellement, que ce soit politiquement, que ce soit économiquement, demain, face à tous ces blocs qui se constituent, on va avoir le bloc l'Europe d'un côté, l'Asie, l'Inde. Face à tous ces blocs, il faut qu'on soit en mesure d'apporter les réponses adaptées. Et je pense que ces réponses adaptées ne passent que par cette unité-là. Elle me semble indispensable. Je ne l'ai pas inventée. Il y a des Cheikh Anta Diop qui en ont parlé. Il y a des Kwame Nkrumah. Enfin, voilà, je ne fais que reprendre finalement un concept qui existe même déjà depuis l'Égypte. Donc voilà. Mais ça passe par plusieurs étapes. Et la première étape pour moi qui est très importante, c'est l'apprentissage de notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que, moi d'ailleurs, je fais partie, la diaspora, les Africains sur place, on ne connaît pas grand-chose de notre histoire. Et les outils ne sont pas mis en place quelquefois sur le continent pour mieux connaître cette histoire. On peut connaître très bien l'histoire de la France selon le protectorat ou le colonisateur, voilà. Mais notre propre culture, notre histoire avant la colonisation, elle existe. Il y a un temps zéro avant le temps 1. Donc aujourd'hui, notre intérêt, c'est de mieux connaître cette histoire pour mieux appréhender l'avenir. Pour moi,
Ça me semble important. Et comment pensez-vous procéder pour apprendre l'histoire Déjà, de l'Afrique aux Africains et ceux de la diaspora? C'est d'abord, de mener des actions pour les sensibiliser déjà sur la nécessité de connaître cette histoire. Parce que la dépendance culturelle ne nous emmènera pas très loin. On voit déjà quelques dégâts aujourd'hui. Donc, il est très important, finalement, voilà, de se réapproprier cette histoire-là. Alors, dernièrement, une des actions qu'on a mis en place, c'était un colloque. Oui, le 5 juin dernier. Voilà, tout à fait, qui s'appelait « Vers la décolonisation des esprits ». Donc, ça passait justement par l'apprentissage de sa culture. On ne peut pas être un arbre sans racines. Si on est un arbre sans racines, on n'existe pas. Et voilà, donc pour moi, il faut que ces racines soient fortifiées, parce qu'après, ça va donner un certain type de fruits. Oui. Et aujourd'hui, voilà, notre objectif, donc c'est vraiment par étapes, c'est déjà de mieux connaître cette histoire. Ensuite, c'est la base finalement, le lien qui va tous nous unir, c'est déjà une meilleure connaissance de cette histoire. Et après, pourquoi pas développer aussi l'apprentissage du Swahili, qui est une langue continentale. Parce qu'aujourd'hui, on s'exprime en français, en anglais, c'est très bien. Mais il existe également, c'est dans l'Union africaine, c'est pas moi qui l'ai inventé, le Swahili est déclaré comme la langue continentale. Et je pense que voilà, ça fait partie des choses qui nécessitent qu'on s'investisse et qu'on s'implique nous-mêmes en tant qu'individus. Et ensuite qu'on sensibilise nos États à vulgariser un peu notre histoire. Et à l'issue de ce colloque, vous avez été satisfaite? Vous pensez que le message est passé? Oui, le message est vraiment passé. J'étais très satisfaite parce que d'abord, tout le monde a répondu à l'appel. Et ça, c'était plutôt une satisfaction personnelle parce que je me suis dit, ça y est, ce réveil des consciences est en marche. Parce que tout le monde a répondu, tout le monde est venu, donc tout le monde s'y intéresse. Et donc ça rejoint un peu l'idée de Claude Dissière, je ne sais pas si vous connaissez, avec Génération Consciente. Tout à fait. Ça va dans la même ligne, en fait. Nous sommes complémentaires. On n'a pas la science infuse, et d'ailleurs personne ne l'a. Et aujourd'hui, l'idée, voilà, c'est ensemble de travailler pour le bien de l'Afrique. Et c'est exactement cette idée-là. Et d'ailleurs, nous sommes ouvertes à toutes les suggestions, toutes les associations. On n'exclut personne, mais à condition de respecter un certain nombre de valeurs. Et voilà. Et ensuite, de travailler ensemble. On veut s'intéresser au développement soutenable en Afrique, à la promotion voilà, de notre culture, du patrimoine. C'est très important. Et également mettre en place, parce qu'il y a quand même une jeunesse qui est dynamique là-bas en Afrique, c'est de pouvoir échanger avec cette jeunesse et la motiver, lui donner des aspirations nouvelles pour qu'elle se dépasse et pour qu'elle contribue, c'est elle qui va forger l'Afrique de demain. Ok, René Clément, on va marquer une petite pause avec un clip de Ruth Cotton, une chanteuse camerounaise qui chante Africa. Africa, Africa, we must sayona. Africa, we must sayona. Africa, we must sayona. Africa, we must sayona. Hey, Africa, di maone nandenge, nyolanje Africa. Africa, di maone na sese bunyaka nyolanje. Oh, Ethiopia wone, mama wone na jai, natake bunyate. Oh, Algeria pe, bila besima motendo bunyang balonga. Do Cameroun yasu, usango mutano lande kwendi mon amour. Esende di edi. Africa, Africa, wemana, wemana. Africa, Africa, wemana, wemana. Hey, yeah, wemana, Africa, 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 wemana, wemana. Wema, 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 Africa, Africa, Africa,
Alors, après ce beau clip de Ruth Koto, quels sont vos projets avec l'OEUA à court terme ou à long terme? En fait, à court terme, on a prévu de se réunir déjà, parce que c'est important, et de nous faire connaître des autres associations afro-européennes. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on est là parce qu'on veut participer à l'unité des nations, l'unité des peuples, pour finalement défendre les ressortissants africains partout dans le monde, mais également pour travailler pour le bien de l'Afrique. Mais on ne peut pas le faire tout seul, isolé en France. C'est pas du tout notre vision des choses. C'est de s'allier avec d'autres associations afro-britanniques, afro-allemandes, afro-belges. Et donc, notre prochaine action sera au moins déjà de se réunir et ensemble, peut-être de penser à une campagne de communication liée à notre histoire, mais liée à notre image. D'accord. Parce qu'on souffre d'un problème d'image un peu négative. Vous avez déjà lancé un appel à toutes ces autres associations? Oui, voilà, nous sommes rentrés progressivement en contact avec ces associations-là. Donc on va dire à moyen terme, ça sera la prochaine étape. Et reproduire le colloque aussi vers la décolonisation des esprits, ça serait bien qu'on le fasse aussi en Afrique. Décolonisation des esprits. Décolonisation des esprits, oui. C'est le préalable. Oui. Il faut décoloniser les esprits. Voilà. Donc on va commencer, bon, on l'a fait déjà à Paris, mais ça serait bien qu'on puisse le faire en province, mais également en Afrique, parce qu'on ne peut pas faire... voilà, on ne va pas se targuer, nous, ici, en Europe, on va apporter toutes les solutions. C'est pour l'Afrique, ça parle de l'Afrique. Voilà, il faut que ça ait son sens et qu'on travaille aussi avec les ressources qu'il y a en Afrique et qui sont tout à fait demandeuses pour améliorer et optimiser les choses en Afrique. Parlant d'Afrique, vous êtes franco-camerounaise, oui, d'un père français et d'une mère camerounaise. Oui. Vous partez souvent en Afrique, notamment au Cameroun, votre pays. Oui. Je vais régulièrement, enfin presque tous les 2 ans au Cameroun. Et c'est vrai que j'ai redécouvert, parce que j'ai quitté le Cameroun vers 13-14 ans, mais j'ai redécouvert la beauté et la richesse du Cameroun. C'est un pays magnifique. Mais bon, il n'y a pas que le Cameroun, hein. Moi, je vais au Sénégal, je vais en Côte d'Ivoire. Donc je m'intéresse au Togo, au Bénin, je m'intéresse énormément aux autres pays aussi africains, parce que je me considère même pas que camerounaise, mais voilà, africaine. Oui. Et française aussi. Et française aussi, c'est très important. Les 2 nationalités. Alors, René Clément, responsable du service consommation chez Coca-Cola, chargée de la communication de la DREAM, présidente de l'OEUA. Comment vous faites pour gérer votre vie professionnelle et privée? Parce que ça demande beaucoup de travail. Oui, c'est vrai. Ça demande beaucoup de travail, mais je me sens l'énergie de le faire, en fait. Je suis très motivée et c'est vrai qu'il y a des périodes où je suis assez fatiguée. Et dans ce cas, moi, j'ai une solution magique, je voyage. Donc, je vais me ressourcer ailleurs, ça me fait énormément de bien. Mais je suis animée, en tout cas, d'une détermination, en tout cas qui vient vraiment au fond de moi, au fond de mes tripes. Et c'est ce qui m'aide à pouvoir avoir toutes ces casquettes-là. En tout cas, jusqu'à présent, j'arrive à m'en sortir, mais bon, je ne suis pas seule. Encore une fois, tout ça, c'est un travail collectif. D'équipe. Voilà, et au sein de l'OEUA, il y a des jeunes qui sont brillants, qui sont dynamiques, et c'est plutôt eux qui m'entraînent avec leur enthousiasme, voilà, leur dynamisme, et donnent envie de faire des choses. Et donc, ça me conforte dans l'idée que nos actions sont bien fondées. Alors, parlant toujours d'Afrique, événement planétaire pour notre beau continent. Première coupe du Monde qui va se jouer en Afrique. Quel est votre sentiment? Alors ça, je suis ravie. Et là, je pense que je ne vais plus dormir du tout avec cette Coupe du Monde. Et je suis contente que ça se passe en Afrique du Sud, parce que d'abord, c'est un très beau pays et ça sera l'occasion de mettre le focus sur l'Afrique du Sud et de découvrir un peu les richesses voilà, de l'Afrique du Sud. Et j'espère qu'une équipe africaine, et je suis persuadée, voilà, arrivera. Évidemment, ça sera l'équipe du Cameroun. Les Lions indomptables. Et ensuite, en deuxième position, ça sera l'équipe de France. Ah. La pronostic.
En tout cas, bonne chance alors à Réunions Indomptables. Oui, c'est sûr. Alors justement, en parlant de la Coupe du Monde, nous avons reçu un beau message de Francis Ndjoki. Francis Ndjoki, c'est un artiste camerounais qui D'accord. vit à New York et qui a fait un duo avec une chanteuse japonaise. Ils vont présenter cette chanson. Enfin, cette chanson a été retenue pour le CD officiel de la Coupe du Monde. D'accord. Et ils vont la présenter la veille du match Cameroun-Japon. Mais ça promet Donc d'être intéressant. félicitations à Francis Ndjoki. Mais bravo, c'est une belle initiative, c'est très bien. Alors, pour l'Afrique, notamment le Cameroun ou les autres pays africains, puisque vous faites le tour, quelles sont les actions que vous pensez y mener? Alors, il faudrait déjà qu'on arrive, et on travaille là-dessus, à établir une véritable connexion, si je puis dire, avec les associations là-bas sur place. Et reproduire, parce que comme je le disais, vraiment en enseignement, on ne doit pas faire l'économie de la connaissance. Donc c'est continuer à sensibiliser justement notre jeunesse pour mieux connaître son histoire. C'est également mettre en place un prix. On a envie de mettre en place un prix qui sera par an, peut-être aux alentours de 2 000 € à un étudiant-chercheur en Ah oui, Afrique. c'est bien ça. Pour le moment, nous sommes en train de réfléchir dans quel domaine en C'est comme une particulier. bourse en fait. Exactement. Ouais. Pour les aider justement à continuer à faire des recherches. Ça peut être très bien en anthropologie, en histoire ou alors en énergie renouvelable. On verra dans quel domaine on va l'appliquer, mais l'idée c'est justement d'encourager la recherche, c'est très important. D'accord, et ce sera à Et- partir de quand? Parce que je suis sûre que tous les jeunes qui regardent actuellement l'émission, ils vont chercher à vous appeler. Hein. Ah oui, non, mais ils peuvent. D'ailleurs, ils Ouais. peuvent nous contacter Oui. à association au singulier OEUA @gmail.com. Sinon, ils vont sur Facebook, ils connaissent tous Facebook, ils cherchent le groupe OEUA ou Organisation des États-Unis d'Afrique. D'accord. Mais on peut encore faire plus simple. S'ils ont la flemme de le faire, ils peuvent aller sur mon profil, donc René Ouais. Clément, Ah, sur d'accord. Facebook et ils auront toutes les informations. Ben voilà, il y a nécessaires. tous les contacts. Donc appelez René Clément. Allez-y, venez, on va vous accueillir, mais à bras ouverts. Ah, waouh. Bon, René Clément, nous allons, comme la particularité de Mbengue l'exige, D'accord. on termine toujours avec un message en langue maternelle. D'accord. Vous avez deux langues, on va dire, Oui. français et la deuxième, celle de votre mère, Alors, Yambassa. 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 D'accord. Bon, alors, je connais un terme en Yambassa. Surtout, ne vous moquez pas de l'accent. Pas de problème. Il faudra pas. Alors, c'est Annie Bessé. Est-ce que ça va, quoi, grosso modo? Annie Bessé. Oui, Annie Bessé. D'accord, Et ensuite, il y a... Alors, je suis née à Ezeka, donc chez les Bassa. d'accord. Bon, là, ça n'a rien à voir avec l'émission, mais je connais une phrase, Oui. Mimbepwe. Oh, et qui signifie? Je vais te taper. Ah là. Non, je crois qu'une belle phrase, parce que là, sinon, je vais partir en courant. Ou alors, Meyega. Voilà, Ah, ben... qui veut dire voilà. bonjour. Bonjour, Voilà. qui veut dire bonjour. En Merci. tout cas, merci Merci beaucoup. René Clément. Mais c'est moi qui vous remercie de nous avoir donné franchement cette chance de pouvoir nous exprimer et puis d'être vus en Afrique par nos frères et sœurs là-bas. Merci encore. De rien. Vous êtes toujours dans Mbengue. Après René Clément, nous allons tout de suite retrouver Carole Da Silva, directrice de l'AFIP. Bonjour, Hortense. Bonjour Carole. Bienvenue dans nos bureaux. Merci de nous recevoir. Ben, on va s'installer. D'accord, merci. Carole Da Silva, un nom bien connu. Carole est surtout très appréciée pour les actions qu'elle mène avec l'AFIP, association qu'elle a fondée et qu'elle dirige depuis 8 ans en France. Dis-tu le parrainage par rapport à la prochaine réunion, c'est bon? T'as envoyé un mail déjà ou J'ai envoyé un mail à l'ensemble des parents et j'ai eu quelques réponses. Née au Bénin, Carole Da Silva est arrivée en France à l'âge de 13 ans. Mariée et mère de 2 enfants, derrière la voix douce et le caractère réservé de cette trentenaire se cache une femme très battante, une grande dame. Bonjour Carole Da Silva, Bonjour, Hortense. bienvenue dans Mbengue. Merci de m'avoir invitée. Comment allez-vous? Ah ben, je vais très bien. Alors vous êtes présidente, enfin fondatrice et directrice directrice. de l'AFIP, Tout à fait. qui est... Qui signifie Association pour favoriser l'intégration professionnelle. D'accord, comment est née l'idée de création de cette association? L'idée est venue après une recherche que j'avais effectuée il y a une dizaine d'années pour voir est-ce que, à diplôme et à compétences égales, les jeunes diplômés dits issus des minorités visibles
ou de la diversité en France à trouver les mêmes postes correspondant à leur niveau de compétences par rapport à aux autochtones en fait. Et tout simplement, c'était de se dire si le résultat avait montré que non, que bien évidemment, la grande majorité des candidats soit ne trouvaient pas un emploi correspondant à ses compétences ou se déqualifiaient complètement. On avait aussi fait ce constat, notamment auprès des femmes qui acceptaient de prendre un emploi qui était totalement en dessous de leur formation. Donc, il m'a semblé une évidence pour deux raisons de créer cette association pour les générations futures, parce que, comme vous venez de dire, je suis 2 fois maman. Oui. Et mon combat est de me dire il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour que les générations futures ne soient pas confrontées aux mêmes difficultés. Et deuxièmement, pour pouvoir permettre aux candidats qui n'ont pas accès à un réseau de pouvoir en bénéficier, parce que plus de 3/4 des postes qui sont pourvus quand même en France chaque année se trouvent par le réseau personnel. D'accord. Et globalement, quel est l'objectif principal de cette association? L'objectif est de faciliter l'accès à l'emploi des jeunes cadres issus des minorités visibles ou des quartiers populaires. Que ce soit par l'emploi, que ce soit par la création d'activités ou que ce soit par l'orientation professionnelle. D'accord. Il y a un DVD que vous avez réalisé avec la FIP, c'est La barrière des préjugés. Tout à On va fait. regarder un petit extrait des sketchs qui ont été faits par les Afipiens, comme vous les appelez. Tout à On fait. va regarder un petit extrait de La barrière des préjugés. Et après, on reviendra sur ce qui se passe. Très bien. Sachant que tous ces courts-métrages relatent des histoires vécues par les candidats, donc ce ne sont pas des histoires inventées, mais c'est vraiment des histoires vraies. D'accord, ok. Et alors la deuxième nouvelle, ma chère Audrey, vous concerne directement. Je vous écoute. Je vous annonce officiellement que votre CDD sera renouvelé pour 6 mois. C'est également le temps nécessaire pour achever de former votre assistant, Julien, qui remplacera Daniel Martin dès que celui-ci sera prêt. Vous voyez que l'heure de nous quitter n'est pas arrivée. Si j'ai bonne mémoire, c'est le 4e CDD que... C'est un très bon signe, ma chère Audrey. L'essentiel, c'est que vous soyez encore parmi nous. Et puis, c'est une raison de plus pour fêter ça le 29. Boîte vocale, je te salue. Dis à ton patron d'arrêter ses prières. Pas de CDI en vue, mais un CDD renouvelable. Dis-lui quand même que je l'aime. Ah, je te cherche partout. J'étais chez le boss. Tiens, regarde. Là, j'ai du mal en fait à formuler le questionnaire. Ici, ça fait 1 heure, je me torture l'esprit là. Julien, 2 mots-clés, cible et objectif. Tu peux continuer à te torturer l'esprit, j'arrive. Donc, extrait du DVD La barrière des préjugés. C'est vraiment révoltant quand on voit tout ça. Vous dites que ce sont des histoires vécues. Vous-même, vous avez vécu ces histoires-là, cette discrimination à l'embauche? Non, avec le recul, je dirais non. Mais je ne l'ai pas vécu dans l'accès à l'emploi, je pense l'avoir vécu dans le déroulement de carrière. Parce que, en même temps, je suis de nature à ne pas m'attarder sur ce genre de considérations. Et donc, très, très sincèrement, dès que j'avais des freins, je passais à autre chose et je voyais toujours le verre à moitié plein au lieu de le voir à moitié vide. En revanche, dans le déroulement de la carrière, parce que j'ai commencé à travailler très tôt, oui, je l'ai rencontré. Mais il est difficile d'accepter qu'on a été victime de discrimination quand on est en train de vivre la discrimination, parce que c'est très, très violent. Est-ce que c'est pas le fait d'avoir vécu cette discrimination qui vous a donné un peu plus de l'envie de combattre, je sais pas?
À l'époque, je l'appelais même pas forcément discrimination. En fait, moi, j'appelais ça inégalité, injustice. Mais j'estimais que la personne qui, moi, à l'époque, ne m'avait pas embauchée avait perdu quelque chose et que c'était pas moi qui avais perdu, mais que c'était la personne qui avait perdu au change. Donc, moi, j'étais pas gênée par rapport à ça. Mais mon objectif était vraiment de me dire, il est hors de question que les générations futures, en tout cas mes enfants ou les personnes du même âge ou de la même génération que mes enfants vivent ça, parce que tout le monde n'a pas la capacité d'avoir un caractère assez fort pour pouvoir faire face à ce genre de difficultés. Tout le monde n'a pas vocation non plus à être constamment dans l'adversité, donc il faut pouvoir, en tout cas, faciliter un peu les choses pour ceux qui vont venir derrière. D'accord. Alors justement, en parlant de discrimination, nous avons recueilli certaines impressions que nous allons regarder tous ensemble, et c'est le micro-trottoir. Alors, avez-vous déjà été victime de discrimination à l'embauche? Non, concrètement non. Concrètement non. Pour Qu'est-ce que l'instant, vous en non. pensez? En tant que noir déjà, c'est sûr qu'on a notre vision par rapport à la chose. Mais c'est vrai que ce que j'en pense, je pense que c'est nettement ridicule parce qu'un pays a besoin de ses talents pour pouvoir avancer et quelle que soit la couleur de peau ou bien les origines ou les choses comme ça. Parce qu'avant tout, on reste des êtres humains capables de pouvoir penser, capables d'apporter des choses. J'ai déjà été embauché dans un fast-food. Malheureusement, après, c'est avéré que les managers, quelquefois, étaient un petit peu suspicieux et bizarres à l'encontre des Noirs et compagnie. Donc c'est vrai qu'il y a peut-être une sorte de discrimination dans certaines entreprises. Ouais. Ah, vous n'avez qu'un bac plus 4, il fallait avoir un bac plus 5. Mais vous parlez que 4 langues, il vous en faut 5. Ah, vous parlez arabe, mais c'est le chinois qu'il nous faut. Donc, vraiment, je pense que quand il n'y aura plus lieu d'avoir ce genre d'arguments qui nous empêchent d'intégrer un poste, je pense que là, j'aurais gagné. C'est vrai que la plupart, on était antillais, africains ou maghrébins. On a déjà essayé de revendiquer nos couleurs et tout, mais ça n'a jamais rien changé. Donc, honnêtement, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut faire. C'est vrai que la France a une grande richesse. La France est multiculturelle et elle devrait utiliser justement cette richesse qu'elle a pour pouvoir aller autre part, aller à un autre stade. Voilà. Je trouve que c'est un gâchis de compétences, parce que si on regarde les autres pays européens comme l'Angleterre, la Suède ou les autres, la France a encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de choses à faire. Et je trouve ça dommage, puisque c'est un pays riche, un pays aimé de tous les autres pays du monde, puisqu'en Afrique du Sud, lorsqu'on dit je viens de France, ils sont là, ils sont admiratifs, quoi. Mais lorsqu'on arrive concrètement en France, on se dit que c'est dommage. Faire comprendre que voilà, on n'est pas n'importe qui non plus. Et, ça sert à rien de nous traiter un petit peu comme des moins que rien quelquefois. Et voilà. Ils ne voient pas en moi un ingénieur, une personne peut-être capable de diriger, de manager des personnes. En moi, ils ne voient pas ça. Et c'est dommage. Parce que ça sert à rien d'utiliser les armes. Moi, perso, je pense que les armes, c'est bon pour ceux qui disent qu'ils vont faire des choses, mais en fait, qui les font pas. Autant agir avec des mots, c'est beaucoup plus intéressant. Et il faut essayer de toucher la personne de l'intérieur. Alors, vos impressions après ce que vous venez de voir? Ça montre la réalité de ce que nous rencontrons au quotidien. C'est que, comme disait la jeune femme, la France est pleine de talents, de richesses, de jeunes qui ne demandent qu'une chose, c'est de s'investir. Et que malheureusement, arrivé sur le marché de l'emploi, la couleur de la peau devient un handicap, les origines deviennent un handicap. Et finalement, on se base que sur ces a priori, au lieu de regarder vraiment ce que chaque candidat peut apporter. Et d'ailleurs, ce que dit le jeune homme, c'est que une chose est de rentrer dans l'entreprise, une chose est d'y progresser, et que vous avez l'impression que le combat, il ne s'arrête jamais. Donc c'est vrai que par rapport aux candidats, et c'est ce que disait aussi la jeune femme qui rappelait qu'on vous demande d'avoir 3 langues, vous en parlez 3, on vous demande que ça, du coup, ça suffit pas, on vous demande d'en parler 4, vous en parlez 4, ça suffit pas, donc ça s'arrête jamais. Et c'est une vraie violence, c'est une vraie souffrance pour les personnes qui le subissent au quotidien. Oui. Et il y a beaucoup qui désespèrent, qui abandonnent. Parce que c'est pas facile, vraiment. Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes qui sont désespérés?
Nous, déjà, notre vocation, c'est vraiment d'aider la personne à reprendre confiance en elle-même. D'ailleurs, on a un module qui s'appelle « Réussir avec sa différence ». On va traiter vraiment depuis mon parcours, quasiment depuis l'enfance, quel est mon point fort, qu'est-ce qui fait que ma particularité devienne une force sur le marché de l'emploi, et d'arriver à dépasser justement ces clichés, parce que la difficulté, c'est que vous finissez pas l'intégrer. C'est-à-dire tellement vous avez été rejeté, malmené par le marché de l'emploi, que vous finissez pas intégrer que c'est parce que vous êtes vraiment pas bon. Là n'est pas le cas, alors que quand vous avez confiance en vous, que vous rencontrez un manager qui n'arrive pas justement à faire la part des choses, c'est aussi vous donner la liberté d'arrêter l'entretien. Par exemple, c'est un des conseils qu'on donne, c'est quand vous êtes dans un entretien et que l'entretien devient vraiment tendancieux, c'est aussi dire, monsieur, je trouve que cet entretien ne convient pas, en tout cas ne rentre pas dans mes valeurs, et que moi j'ai pas envie de collaborer avec une structure comme la vôtre, si en tout cas c'est ce que vous diffusez ou vous promulguez comme valeur. Oui, vous avez parlé de points forts tout à l'heure, je vais revenir là-dessus. Quel est le point fort de Carole da Silva? Je sais que vous êtes arrivée en France à l'âge de 13 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, quel est votre point fort? Ça peut être un bon exemple pour les jeunes qui regardent. Alors moi, mon point fort, c'est d'avoir une très grande estime de moi-même. Alors, c'est très prétentieux, mais je trouve que c'est ça a un atout, ça aide dans notre société d'être sûr de soi, d'avoir de l'estime pour soi-même, de pouvoir se dire, voilà, moi, ce que je vaux, et de ne pas permettre à quelqu'un d'autre, justement, de vous écarter de vos rêves, de vos ambitions, de vos projets. Ça, c'est vous qui savez de quoi vous êtes capable. Et j'aime bien, c'est un auteur américain qui dit la capacité, en fait, c'est le savoir-être, et la compétence, c'est le savoir-faire. Quand vous êtes sûr de ces deux points, rien ne peut vous arrêter. J'estime que si quelqu'un, de toute façon, ne reconnaît pas votre valeur en tant que collaboratrice, parce que c'est du gagnant-gagnant, c'est un partenariat, que ce soit l'emploi ou la création d'activités, les personnes avec lesquelles vous entourez, c'est un partenariat. Si la personne ne reconnaît pas, c'est sans aucun regret, quittez-le. Ok, on va regarder un autre extrait. Cette fois, c'est un sketch qui concerne les CV anonymes. On va regarder. Bien évidemment, ma petite Laurence, il nous faut au minimum un 3e cycle avec une spécialisation en droit européen. Notre juriste doit parler couramment anglais, avoir 2 ou 3 ans d'expérience dans une maison de bonne réputation et d'excellente qualité relationnelle, ça me paraît indispensable. Donc vous me passez s'il le faut cette pile de CV au peigne fin. Je suis persuadée que le candidat idéal se cache dedans. Je compte sur vous. C'est comme si c'était déjà fait. Ah, Laurence. Oui, Madame Durand? Très important. Le candidat que nous recherchons, c'est également lui qui véhicule la bonne image de la maison. Pensez-y. Entrez. J'ai terminé, Madame Durand. Parfait, entrez. Alors, c'était pas bien compliqué. Alors, oui, non, oui, 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 et non. Oui, non, oui, oui, non, 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 oui, oui, non, oui, et non, 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 et non. C'est pas tout à fait ce que je vous avais demandé, hein. Enfin, j'ai vraiment essayé de... Et pourtant, je vous ai dit que le juriste qu'on recherchait représentait la société à l'extérieur. C'est lui qui représente l'image de l'entreprise. Notre futur responsable des affaires européennes se cache dans cette pile, ma petite Laurence. Je suis désolé. Il n'y a pas mort d'homme. Je vous offre un café?
Non, merci. On n'arrête pas de se croiser dans les couloirs, on s'est jamais présenté. Jérôme Marchal, chef de projet. Virginie Doundi, je travaille au service de la communication. Et vous êtes la stagiaire de Dominique? Je suis responsable de la communication institutionnelle. C'est génial, hein, cet extrait, j'adore. Que pensez-vous des CV anonymes? Alors, je pense que c'est un moyen parmi d'autres, certainement, de sauter une première étape qui est d'arriver à l'entretien. Mais le fait est que, de toute façon, quand vous arrivez en entretien, si la personne n'a pas fait un travail sur elle-même et n'a pas regardé d'abord vos compétences, ne vous prendra pas. Et dans cet extrait, ce qui est d'autant plus marquant, c'est que la responsable, qui a une assistante qui est quand même d'origine antillaise, africaine, et qui ne fait pas. Donc on pourrait supposer que la question de l'interculturalité ne lui pose pas problème, sauf que là on parle de poste de responsable, donc c'est ce que démontrent tous les statistiques, c'est que plus le niveau de diplôme est élevé et plus la discrimination est pratiquée. En fait. Donc sur un poste de responsabilité, donc une personne qui va représenter l'entreprise à l'extérieur de la boîte, finalement, on commence par retrouver les mêmes clichés qui arrivent, c'est-à-dire pour une assistante, c'est pas très gênant. Pour un garçon de salle, c'est pas très gênant. En revanche, pour un responsable juridique, c'est beaucoup plus dérangeant parce qu'on n'a pas encore tout à fait intégré que cette personne pourrait représenter l'entreprise à l'extérieur. Donc, et en même temps, à aucun moment elle n'a dit « je ne veux pas de personne de couleur ». Elle a dit « n'oubliez pas que cette personne va représenter l'image de l'entreprise à l'extérieur ». Donc on est toujours à la frontière du non-dit, mais qui veut tout dire en même temps. Oui. Alors on va marquer une petite pause quand même pour se détendre, parce que là, ça prend tous les esprits. Alors, ma chère Audrey, vous dansez pas? J'y vais lentement. Allez, c'est l'heure de faire la fête, amusez-vous. Mais je m'amuse. Il y a les Maghrébins et les Maghrébins, tu vois. Au Maroc, c'est pas comme les mecs, les Algériens, je sais pas quoi, ou les mecs, ou les talibans, ou talibani, là. Au Maroc, c'est pas pareil. Vous êtes trop sérieuse, Audrey. En fait, vous avez deux grands défauts. Un, vous êtes trop brillant. Deux, vous êtes belle et noire à la fois. C'est pour ça qu'on vous garde pas. Moi, je me suis battu pour vous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils veulent tous ma tête dans cette boîte. Vous saviez la pression que j'ai depuis que je vous ai engagé. Ah mais ils m'auront pas. Alors, Carole Da Silva, depuis la création de la FIP en 2002. Oui, donc il y a 8 ans maintenant. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres, le pourcentage exact des jeunes que vous avez intégrés dans les entreprises? Alors, chaque année, on accueille en 2000 et 2300 candidats. Donc, en 2009, on a accueilli 2300 candidats. On a un taux de placement de 39%. Sur ces 2300, on a 66% de jeunes femmes pour 34% de garçons. Plus de femmes que d'hommes. Je pense aussi parce qu'elles sont plus persévérantes et moins fatalistes, en fait. Et sur ces 39%, on a 11% de CDI donc, et 18% de CDD.
Donc, CDD de plus de 6 mois. En dessous, on ne comptabilise pas parce que c'est des personnes qui restent toujours dans le vivier, en fait, et qui sont toujours en quête d'un emploi, puisque l'objectif, c'est qu'ils puissent avoir un emploi stable. Donc, on le comptabilise pas, sachant que plus de 90% ont un niveau supérieur ou égal à un bac plus 4. D'accord. Justement, c'est ça que la question que je voulais poser. Quels sont vos critères de sélection pour ces jeunes que vous parrainez? Alors, pour être intégré dans la FIP, il faut avoir un niveau il faut être diplômé de l'enseignement supérieur. Il faut être à la recherche d'un emploi. Parce que non, on peut être en poste et vouloir changer d'emploi. Vous ne prenez pas ceux qui sont déjà en poste. On peut les prendre, si, tout à fait. Mais le premier critère, c'est être en tout cas à la recherche d'un emploi ou d'un projet de création d'activité. Être de nationalité française ou en tout cas avoir l'autorisation de travailler sur le territoire national. C'est-à-dire, et si on a un titre de séjour, on n'est pas français, on a un titre de séjour étudiant ou... Si votre titre de séjour vous autorise à travailler, oui. S'il ne vous autorise pas, nous, on ne fait pas l'accompagnement. Ce qu'on fait, on peut faire un premier entretien. On va vous donner le cadre général et vous donner vraiment la stratégie que vous devez adopter. Mais après, on ne va pas faire le suivi comme on va faire pour un autre candidat qui a la possibilité qui est opérationnel tout de suite. D'accord. Bon, pour tous ceux qui sont intéressés par la FIP, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Alors, ils peuvent aller sur notre site qui est www.afip-asso.org. Et ils ont toutes les coordonnées dessus. On est situé à la Tour Essor, à la Potte de Pantin. Et on peut avoir quelques exemples d'entreprises où les jeunes sont placés par la FIP. Tout à fait. On a chez L'Oréal, on a chez Arriva, on a chez Schneider Electric, on a chez HSBC, Société Générale, BNP Paribas. La liste est longue. Donc, et on peut continuer. Je suis sûre que vous aurez beaucoup d'appels. Hein. Vous aurez vraiment beaucoup d'appels là. Alors là, attendez. Mais par contre, que les gens ne nous appellent pas s'ils ne sont pas motivés. Parce que ce n'est pas la cour aux pleurs, ce n'est pas de l'assistanat, ça j'y tiens beaucoup. Parce que si les personnes ne sont pas motivées, moi je me donne le droit d'arrêter le suivi. Si j'estime que la personne ne respecte pas les principes de l'association, ne sont pas régulières aux ateliers, parce qu'on leur demande vraiment un investissement. Hein. D'ailleurs, on fait signer au départ un contrat d'accompagnement qui nous engage mutuellement. Et sur cette base-là, si nous, on a notre partie, c'est de pouvoir les mettre en relation directe avec des entreprises, leur proposer régulièrement des offres, les accompagner en termes de suivi individualisé, d'ateliers collectifs, de mise en réseau, pas un réseau de parrainage qui est composé que de cadres en entreprise dont une moitié sont des anciens diplômés d'HEC, donc sont des cadres de très haut niveau. On peut aussi avoir des cadres qui sont dans d'autres pays aussi. Donc on peut accompagner des personnes qui souhaitent faire leur insertion professionnelle plutôt en Afrique. Ça nous est déjà arrivé d'activer les réseaux qui sont sur place. Oui, c'est intéressant. Vous êtes aussi membre de la HALD. Tout à fait. Et vous avez aussi été chargé de missions politique de la ville à Mantes-la-Jolie et à Neuilly-Plaisance. D'accord. Bientôt ministre, alors peut-être. Chaque chose en son temps. Non, une chose est sûre, c'est que en tout cas l'envie, la passion d'aider les candidats à trouver un emploi correspondant à leurs compétences et en tout cas de tout faire pour que le mieux vivre ensemble devienne une réalité pour tous et que le principe d'égalité ne soit pas juste une utopie mais que ce soit une réalité. On est toujours motivé par rapport à ça. D'accord. Alors, et en Afrique, vous êtes d'origine béninoise. En Afrique, est-ce que la FIP est représentée au Bénin ou dans d'autres pays d'Afrique? Non, parce qu'en fait, au départ du projet, moi vivant en France, l'idée c'était de voir ce que je pouvais déjà faire en France. On a eu des demandes dans ce sens-là. C'est une réflexion qui est en cours, mais pour l'instant, on n'a pas d'antenne. Et d'ailleurs, sur le site internet, plus de 30% des candidats qui nous sollicitent, on a remarqué, étaient sur le continent. On a eu des demandes qui nous demandaient si on pouvait installer une antenne sur place.
Ça va se faire. Il faut aussi des collaborations et des partenariats qui soient sûrs parce que chaque pays a ses contraintes et a ses réalités que je ne maîtrise pas forcément. Donc pareil, ça peut être un appel d'être tout à fait ouvert pour mettre en place. C'est un pourparler. D'accord. Alors, parlant d'Afrique, comme la tradition de Mbengue l'exige, nous, on conclut toujours en beauté, en langue maternelle. Très bien. La vôtre, c'est... C'est le fond du Bénin. Du Bénin. D'accord. Donc, un message à tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement. Alors, on va dire bonjour. Bonjour en fond, ça veut dire Afongandia. 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 Voilà. Donc, Ndogbenou, béninois et béninoises Lébi. Et là-bas. Et c'est-à-dire? Ça veut dire bonjour, j'envoie mes salutations à tous les Béninois et à toutes les Béninoises. Au revoir. D'accord. Merci, Carole Da Silva. Merci beaucoup, Hortense. Merci à Mbengue et bonne route, bonne continuation. Merci. Merci de nous avoir suivis. Pour nous écrire, c'est le même courriel, mbengue8p@yahoo.fr. Au plaisir de vous retrouver pour la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.